Donc, d'abord, moi, je voulais remercier l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, notamment Mario, Lisa et d'autres, Jacques, pour avoir organisé ce congrès un peu qui avait dû être reporté et puis avoir géré toute l'organisation et de nous avoir invités tous, voilà. Alors ensuite, on passe à notre thème, donc réflexion sur les modes de collaboration entre associations de familles et pédopsychiatrie. Et comme vous l'aurez entendu hier, la situation entre les familles et les professionnels a considérablement évolué depuis une trentaine d'années et on est là pour en discuter tous ensemble. On est passé en fait d'une certaine mise à l'écart des familles et une certaine culpabilisation également à finalement une coopération puis des alliances thérapeutiques dont les collaborations actuelles et le mot collaboration a été défini hier à la fois par Daniel Marcelli et Jacques Dayan. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit hier, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment des co-constructions de projets thérapeutiques et des interactions très fonctionnelles entre les familles et les professionnels qui se mettent en place actuellement et qui portent leurs fruits. Alors évidemment, je vous renvoie peut-être aux exposés d'hier pour plus de détails théoriques et d'histoire, puisque Marcelli a fait un très bel exposé avec toute l'historique de la relation entre les familles et les parents. Et puis, je vous renvoie au manifeste, comment on dit Mario, des 4 Non. de la EPEA, le manifeste de qui? Pour l'instant, c'est le manifeste. On verra si c'est 4. On souhaiterait qu'il y en ait beaucoup plus que 4. D'accord. Un manifeste donc qui prône la rupture dans les modalités d'alliance entre parents et famille. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, simplement dire que les programmes, que les familles et les associations familiales ont besoin aussi de ressources professionnelles et que les programmes éducatifs familiaux, quand on lit un peu la littérature, se montrent avec d'excellents résultats à partir du moment où ils ont été co-construits, et c'est ça l'importance, entre familles et professionnels. Plusieurs types de programmes existent, mais il faut qu'ils soient validés et il ne faut pas laisser les organisations familiales, si je peux dire les choses comme ça, le faire uniquement avec leur expérience vécue, et c'est là où intervient tout l'intérêt de la collaboration entre les familles et les professionnels. Et puis, mais ça, ce sera par la suite, parce que là, les collaborations se mettent en place et prolifèrent un peu, mais il faudra évidemment une durabilité, je crois que c'est important de le dire pour l'avoir en perspective dès maintenant, une durabilité de ces programmes et de leur efficacité, et des programmes de développement continu, je pense, des programmes existants. C'est-à-dire, il ne faudra pas que ce soit intenté et puis ensuite on arrête, mais il faudra un suivi et un renouvellement de ces programmes. Voilà. Alors, on va avoir deux belles illustrations de ces collaborations aujourd'hui, ce matin, avec d'une part l'association REACT, Marion Fontalba et Susanna Rivas, qui sont toutes les deux mères d'un enfant dit à comportement tyrannique. Et c'est une association qui travaille notamment avec l'équipe du CHU de Montpellier, le docteur Nathalie Franck, je pense, en premier lieu. Et ensuite, nous aurons l'association Connexion familiale qui a été cofondée par des parents proches aidants de jeunes qui ont des troubles de la personnalité limite et des professionnels. Je présenterai ensuite les personnes, puisque nous allons commencer, je propose, par l'association REACT, c'est du français, avec Susanna et Marion.
Ensuite, on enchaînera sur la présentation connexion familiale et ensuite, on ouvrira un débat et on aura du temps pour ce débat. C'est ça qui est bien, puisque chaque présentation va durer à peu près 40 minutes max. Voilà. Je passe donc la parole. Alors, donc c'est enregistré, ça c'est le premier point. Le second point, il faut couper vos micros absolument pendant les présentations parce qu'il y a eu hier beaucoup d'interférences sonores. Et voilà. Donc, je passe la parole à Susanna et Marion. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. Merci bien. Donc, nous allons vous faire une présentation un petit peu, vous expliquer un petit peu plus en détail pour ceux qui connaissent moins. Donc, voilà, le comportement tyrannique et un petit peu notre travail, le travail de l'association et puis voilà, comment on souhaiterait vivement collaborer avec les soignants. Voilà. Donc, le titre qu'on a effectivement trouvé, qui nous semble important, c'était la parole des parents dans l'accompagnement des enfants et des adolescents à comportement tyrannique et vers un partenariat des parents avec le corps médical, qui est notre souhait. Donc, on verra dans un premier lieu le comportement tyrannique. Qu'est-ce qu'il en est? La méthode de guidance parentale en résistance non violente, qui est une des solutions, voire une piste vraiment sur laquelle on se base. L'association REACT, qui sommes nous, nos actions aux côtés des professionnels et ensuite, comment on peut arriver à un partenariat des parents avec le corps médical. Donc, le comportement tyrannique. Quand parle-t-on d'enfants et d'adolescents à comportement tyrannique? Donc, on parle d'enfants à comportement tyrannique lorsque la hiérarchie familiale est inversée. C'est-à-dire que l'enfant prend le pouvoir dans le foyer familial et les parents sont entravés dans leur prise de décision et d'action. Le plus souvent, ça se passe depuis la petite enfance. La toute-puissance de l'enfant s'installe peu à peu et peut se traduire soit par des violences verbales, insultes, menaces, des violences physiques. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent ensemble. Des violences physiques, agressions, bousculades, coups, dégradations et des violences également psychologiques extrêmement fortes, comme du harcèlement, du chantage, des abus financiers, des intimidations. Donc, ce comportement ne relève pas de carences éducatives ou de manque de limites de la part des parents. Il est donc pour nous très important de le différencier du phénomène de l'enfant roi. Donc, ces spécificités au niveau du comportement tyrannique, c'est vraiment, on retrouve un profil qui est très particulier à l'enfant, l'adolescent. La violence se déroule principalement dans le foyer, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on a un comportement qui est normal, voire inhibé. Ce sont des enfants qui sont très anxieux, qui ont un énorme besoin de contrôler. Et bien évidemment, ils ont de grosses difficultés à gérer leurs émotions avec un besoin de les évacuer. Et souvent, on dit souvent qu'ils le font principalement auprès des parents qui jouent le rôle un peu d'un punching ball puisque le parent est censé représenter voilà, l'amour, la sécurité ou autre. Donc, en fait, ils gardent. Et puis, quand on arrive aux parents, ils lâchent tout. Ils ouvrent les vannes, comme on dit. C'est un peu l'effet cocotte minute. Mais nous, c'est vraiment puissance 10 dans notre spécificité. Donc, c'est du coup une dynamique familiale particulière parce que c'est un problème qui va démarrer très tôt. Donc, vraiment, dès la plus petite enfance, on va retrouver des crises de colère avec vraiment beaucoup crises de colère très excessives, en tout cas et très fréquentes, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance. Donc, ce qui se met en place, c'est que les parents vont être dans la compréhension et du coup vont accueillir ça avec une surprotection parentale de la part du parent pour l'enfant. Et du coup, on arrive à un phénomène qu'on appelle l'hyperaccommodation, c'est-à-dire qu'on va éviter le stress. Alors, au départ, c'est vraiment destiné à aider l'enfant, c'est-à-dire qu'on fait au mieux pour organiser la vie pour cet enfant qui est très angoissé et qui est en souffrance. Ça, c'est une réalité. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on dit souvent que les parents ont tendance à se mettre entre l'enfant et l'obstacle. Et en se mettant entre l'enfant et l'obstacle, finalement, et en voulant les surprotéger, on aggrave les difficultés de ce jeune. Et cette aggravation crée encore plus de souffrance, d'angoisse, d'anxiété. Et c'est ce qui aboutit à la violence. Donc, vraiment, par la volonté du parent de diminuer la souffrance de l'enfant, elle va augmenter et le phénomène va s'aggraver au sein du foyer. Donc, en général, on retrouve 5 questions qui permettent de repérer le comportement tyrannique, qui est notamment issu du programme du CHU de Montpellier de Nathalie Franck, et qui nous aide, nous aussi, en tant qu'association, de pouvoir savoir si certains parents sont dans cette problématique ou non.
Donc, la première, c'est déjà, est-ce que vous avez peur de votre enfant et de ses réactions? La deuxième, c'est est-ce que vous avez renoncé à beaucoup de choses du fait des troubles de comportement de votre enfant? Est-ce que vous êtes entravé par votre enfant pour prendre des décisions à la maison? Est-ce que vous avez honte de ce qui se passe à la maison avec votre enfant? Et enfin, bien évidemment et malheureusement, votre enfant est-il violent envers vous? Donc, les troubles associés au comportement tyrannique, on a vraiment l'interaction de deux dimensions que l'on retrouve classiquement chez ces enfants. La première, c'est la dysrégulation émotionnelle. Donc, ça passe par des troubles, bien évidemment, que vous connaissez très bien. Le TDAH, trouble déficit d'attention avec hyperactivité. Le TOP, le trouble d'opposition avec provocation. Le TDDE, donc, qui fait partie des troubles de l'humeur. Et le post-traumatisme également. Et puis ensuite, on a une autre dimension qui est l'anxiété. Donc là, on va retrouver des TOC très envahissants, on va retrouver des troubles anxieux de la séparation ou d'une anxiété généralisée, une phobie sociale, une phobie scolaire et également des enfants qui peuvent présenter des troubles du spectre de l'autisme. Et autres profils, parce qu'il n'en est pas moins, ce sont souvent également des enfants que l'on appelle HPI ou haut potentiel intellectuel. Et également, en conséquence aussi à ces divers troubles, on a des enfants qui présentent des troubles de l'addiction, en fait, quels qu'ils soient. Les conséquences, elles sont importantes au niveau de la famille, puisque toute la famille est impactée. Donc, il y a des conséquences au niveau de l'enfant. Donc là, classiquement, on a des grosses difficultés de régulation des émotions, on a une intolérance totale à la frustration, on a des colères excessives et très fréquentes. Donc, ce n'est pas une crise par jour, c'est plusieurs crises par jour avec des intensités très importantes. On a une opposition massive, on a une anxiété extrêmement profonde, forte, qui est latente, qui est tout le temps là, et un sentiment d'être persécuté par l'enfant. Une baisse de confiance en lui, et au-delà de la confiance, je dirais de l'estime de lui, de ce qu'il produit malgré tout, et également une tendance à des comportements autodestructeurs. Pour les parents et la fratrie, parce qu'il faut aussi également parler de la fratrie, les parents, c'est culpabilité, c'est la honte de ce qui se passe à la maison, c'est leur impuissance et la peur du comportement violent de l'enfant. Impuissance parce que ce sont souvent des parents qui sont allés chercher beaucoup de solutions, qui ont essayé de mettre en place plein de choses et qui forcément n'ont pas donné des solutions satisfaisantes. Ils ont peur pour l'enfant, du suicide, de la fugue, la décompensation, de son avenir. Toujours cette sensation qui est terrible de marcher sur des œufs, c'est-à-dire vraiment qui rejoint l'hyper-accommodation pour éviter les crises, c'est-à-dire on va mettre tout en œuvre dans la famille, on va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour éviter que la crise démarre, parce qu'on sait que la crise, elle a des conséquences importantes ensuite sur ça peut durer très longtemps et toute la famille est embarquée là-dedans. Et donc, du coup, c'est un stress qui est intense, qui est continu pour les parents et la fratrie, qui est soutenu et qui vraiment les fragilise et isole les parents. Donc, les difficultés que les parents vont rencontrer dans cette recherche de soins, c'est que l'enfant comportement tyrannique, c'est un phénomène largement méconnu. Donc, c'est vraiment un sujet tabou qui ne représente pas une catégorie diagnostique identifiée. Soucieux du regard social, en plus de ça, l'enfant va vraiment adapter son comportement à l'extérieur. Il va, tout cela pour éviter le jugement d'autrui. Donc, en fait, la difficulté pour les parents, c'est que les troubles de l'enfant ne sont souvent pas visibles de l'extérieur. Donc, du coup, ça décrédibilise les parents dans leur recherche d'aide. À ce jour, il n'existe pas de prise en charge spécifique dédiée à cette problématique, ce qui aggrave encore plus l'isolement et la souffrance dont les familles sont victimes. Et enfin, l'enfant, on a du mal à le mobiliser et il est très, très souvent réticent à se confronter à ses problèmes et il est extrêmement peu motivé par les soins. Donc, on a vraiment l'intérêt d'un abord familial global pour cette problématique. Donc, cela nous amène à la méthode de guidance parentale en résistance non violente dans cette approche globale de la famille. Donc, la résistance non violente, la RNV, comme on l'appelle, est une doctrine sociopolitique qui est appliquée à la violence dans la famille. C'est déjà une méthode de guidance qui a été initiée par le CHU de Montpellier sur la base de 10 séances hebdomadaires de 2 heures. Alors, il y a d'autres formats où il y a eu d'autres formats, mais aujourd'hui, c'est 10 séances hebdomadaires de 2 heures. Il faut savoir qu'il y a d'autres équipes médicales en France qui se sont maintenant formées à la problématique. Il y a des groupes similaires
qui existe maintenant à Toulouse, à Tours, à Nîmes, à Lyon, et il y a également des projets en cours à Nantes et à Versailles, notamment avec Mario Esperanza. Les objectifs de cette méthode de résistance non violente, c'est déjà permettre aux parents de sortir de la soumission, de l'isolement. C'est aussi modifier la dynamique familiale et reprendre sa place de parent. Ensuite, c'est déstabiliser le schéma de la tyrannie, de la violence familiale. Et idéalement, au final, inciter l'enfant à se diriger activement vers les soins. Donc, les bases de la RNV, c'est on ne peut pas contrôler le comportement de l'enfant. En tout cas, on peut se contrôler soi-même. Donc, la spécificité de cette méthodologie, c'est qu'en fait, on va modifier son propre comportement de parent. On va accepter et faire le maximum pour éviter totalement le recours à la violence de la part du parent. Et surtout, ça va être de sortir du secret, de sortir de cet isolement pour ne pas rester seul face à la violence de l'enfant. Donc, les idées clés, c'est vraiment de ne pas rejeter l'enfant. L'ennemi, c'est l'oppresseur, mais pas l'oppresseur, pardon, l'ennemi, c'est vraiment l'oppression. Donc, c'est la violence de l'enfant qu'on va, par la résistance non violente, chercher à faire en sorte qu'elle puisse sortir de la famille et à arrêter, à stopper. Donc, une des idées clés, c'est battre le fer quand il est froid, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un processus d'escalade de la violence et notamment des crises. Ensuite, ne pas rentrer justement dans ces escalades de violence avec l'enfant, de ne pas alimenter. Ensuite, de rester silencieux. Parler, c'est s'affaiblir, c'est vraiment apprendre à rester silencieux. On ne réagit pas à chaud. Différer, ce n'est pas se soumettre. Et ensuite, une autre idée clé qui est essentielle, c'est se faire entourer. L'idée, c'est pour le parent de briser le secret et d'exposer l'enfant au jugement social. On parle souvent de honte constructive. L'idée n'étant pas d'humilier l'enfant, mais l'idée, c'est simplement de lui dire que la violence n'est pas possible, qu'on l'aime, qu'on fait tout ce qu'il faut pour l'accompagner et qu'en même temps, cette violence-là, on n'en veut plus. Donc, c'est vraiment important parce que les parents se retrouvent très vite très vite isolés, hein, même si beaucoup de gens sont autour d'eux, la famille, les amis. Souvent, très souvent, ils ne sont pas compris de ce qu'ils vivent à la hauteur et à la puissance de ce que ça implique au sein du foyer. Donc, se faire entourer, c'est une idée clé, notamment en mettant en place un réseau de soutien, les informer de ce qu'il se passe, de ne plus rester seul. Ça, c'est vraiment une idée phare. La déclaration de non-violence, c'est-à-dire on va informer l'enfant. À partir du moment où on rentre dans cette méthodologie, le parent est très actif, on va informer l'enfant de ce qu'il se passe. On ne lui demande pas son avis, il ne s'agit pas d'une discussion, c'est on dit que maintenant la violence est terminée et qu'on aime l'enfant, mais qu'on ne restera plus isolé dans cette violence-là. La gestion des crises, il ne faut pas vaincre mais persister, c'est-à-dire dans cette méthodologie, on va apprendre à gérer les crises et à faire en sorte que quand elles arrivent, on soit un peu mieux armé et qu'on ait une réponse qui soit plus favorable et qui soit plus en adéquation avec le comportement de l'enfant. Et organiser des réactions différées. C'est un peu battre le fer quand il est froid. C'est effectivement, l'idée, c'est de garder cette présence parentale. Hein. L'idée, c'est que le parent n'abandonne pas, mais sa présence parentale va se manifester différemment. Donc, on parle de sit-in, c'est-à-dire le parent va venir le lendemain dans la chambre de l'enfant pour aider à trouver des solutions, lui proposer de faire quelque chose. Il va y avoir de la réparation lorsqu'on a beaucoup on a souvent des problèmes au niveau du matériel de la maison chez nous parce qu'il y a beaucoup de dégradation. Donc, comment l'enfant peut contribuer à réparer? On va l'informer de ce qu'il se passe. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les idées clés de cette résistance non violente. Donc, les apports que l'on retrouve, c'est que pour le parent, on va enfin reconnaître cette situation de stress qu'il subisse et cela va les déculpabiliser aussi. C'est vraiment, ça crée une alliance entre le parent et le médecin. Ça, c'est vraiment important. Le parent n'est plus isolé et il sent qu'on a en face un médecin qui comprend ce qui se passe et qui, du coup, va vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées à ce que le parent traverse avec l'enfant. Restaurer l'estime de soi du parti non violent. Donc, ça, c'est bien évidemment au niveau du parent et puis du réseau de soutien, si on va vraiment donner la part belle, si je puis dire, au parti non violent, on est contre cette violence-là. Rallier des tiers à sa cause, donc le parent n'est plus seul et ils se sont soutenus. Affaiblir la confiance en soi du parti violent dans l'utilisation de la violence.
Donc là, clairement, forcément, à un moment donné, c'est toujours pareil. L'ennemi, c'est l'oppression et donc on va faire baisser un petit peu l'importance de ce parti qui est violent et ensuite permettre de sortir du secret et de rompre l'isolement qui est un apport très important. Les publications scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent effectivement que cette résistance non violente, elle est vraiment conçue pour des comportements violents et qu'elle s'étend à d'autres troubles, notamment des troubles anxieux du TSA, TDAH. Elle peut également s'appliquer à différents niveaux. Nous, on parle de la famille, mais ça peut être aussi dans différentes communautés ou dans le milieu scolaire ou autre. On retrouve un fort engagement des parents. Les parents, là, vraiment, ont leur part, si je puis dire, vraiment dans leur changement de comportement et dans leur dans leur modification de ce qu'ils peuvent produire. Donc, vraiment, ça implique les parents. On retrouve une réduction significative des comportements déviants, une diminution des escalades conflictuelles et puis, très important, diminution du sentiment de désespoir, d'impulsivité et de solitude des familles. Voilà, donc je laisse la parole à Susanna pour présenter l'association REACT. Merci Marion. Je tiens à remercier le docteur Marius Speranza pour cette invitation. On est vraiment honorés d'être là avec vous aujourd'hui. Comme on le dit Marion, voilà, je veux vous présenter notre association qui a été créée par des parents d'enfants à comportement tyrannique avec deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de permettre aux parents de se rencontrer, de se soutenir et de partager leur expérience, d'apporter un lieu d'accueil où les parents pourront ne plus se sentir seuls. Et le deuxième objectif, c'est de sensibiliser les professionnels de tout milieu. Il n'y a pas que le milieu médical, c'est très important, mais nous, dans nos situations, en fait, on a besoin d'autres types de professionnels pour nous accompagner dans nos situations, en particulier du milieu social ou même du milieu juridique, afin qu'ils puissent nous apporter de l'aide pour faire avancer nos enfants. Je vais commencer déjà pour vous présenter nos familles adhérentes. Nous avons tout d'abord un bureau avec 6 parents bénévoles qui sont des parents d'enfants à comportement tyrannique. Et depuis la création de REACT en décembre 2018, nous sommes une très jeune association encore, nous avons eu à peu près 500 contacts avec des familles qui sont entrées en contact avec nous pour des demandes d'information ou voilà, diverses choses. Nous avons 181 familles adhérentes qui se répartissent comme cela sur le territoire et vous voyez qu'il y a une surreprésentation, on va dire, au sud de la France, mais qu'il y a aussi un nombre important de familles, par exemple, en région parisienne. Et en fait, c'est une dynamique croissante. On commence à s'étaler un peu sur le territoire. Nous organisons une réunion mensuelle des membres avec différents thèmes et à laquelle, depuis cette année 2021, on invite très souvent des professionnels pour justement échanger avec les parents et renforcer ces liens parents-professionnels. Notre bureau, en fait, tient à cœur d'accompagner et de suivre les situations spécifiques de nos membres selon leurs besoins, en particulier les accompagner dans leur démarche vis-à-vis des travailleurs sociaux, de la justice et aussi, bien sûr, vis-à-vis des professionnels de santé. Nous avons réalisé de premières analyses sur les enfants et les adolescents de nos parents adhérents. Et voici la répartition par sexe de nos enfants. On voit qu'il y a un tiers des filles à peu près par 2 tiers des garçons. Et en fait, ça, c'est le reflet finalement de l'expression de troubles qui sont derrière ce comportement tyrannique que Marion a expliqué, notamment le TDAH et le TOC, qui sont vraiment la ligne de base qui est partagée un peu par la majorité, la grosse majorité de nos enfants. On a aussi la distribution par âge des enfants au moment où les parents deviennent adhérents. C'est vraiment une représentation de l'âge de l'enfant au moment où les parents vont venir vers l'association en demande d'aide. C'est vraiment au moment de l'adhésion. Nous avons des adhérents aujourd'hui entre 3 et 22 ans. C'est plus des enfants, c'est des jeunes adultes, mais qui vivent toujours à la maison et qui
qui ont ce type de comportement. Et vous voyez ici que le pic pour des adhésions, c'est vraiment à l'entrée de l'adolescence, entre 12 et 13 ans, si on prend la globalité de ces enfants. Mais quand on regarde de plus près par rapport au sexe de ces enfants, on voit que le profil n'est pas tout à fait similaire entre les garçons et les filles. On voit que chez les garçons, il y a vraiment un premier pic au niveau de cet âge au moment de l'adhésion qui commence entre 8 et 9 ans et qui n'est pas tout à fait présente chez les filles. Et voilà, toujours je pense que c'est le reflet de cette différence par rapport à l'expression de ces troubles entre les garçons et les filles. Nous sommes en train de réaliser d'autres analyses, par exemple, vraiment faire une analyse plus d'un point de vue plus statistique de la représentation de ces troubles entre les différents enfants que nous avons au niveau de l'association. Nous menons plusieurs actions pour faire connaître l'association. Et voici quelques-unes. Nous avons un site web et une page Facebook qui sont visibles par tous, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Nous avons aussi un groupe Facebook qui est réservé aux adhérents et qui permet aux parents confrontés à cette problématique d'échanger entre eux et de poser leurs questions, de donner des solutions. On a développé des plaquettes et des affiches pour communiquer autour de notre problématique. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les recevoir. Ça sera un plaisir pour nous de vous les envoyer. Nous réalisons une newsletter à la fin de l'année aussi, où on recense un peu les activités de l'année. Et cette newsletter est envoyée en fin d'année à toutes les familles qui se sont mises en relation avec nous et aussi aux professionnels qui sont en soutien de l'association, comme on le verra par la suite. Nous tenons à cœur aussi de tisser des liens avec les milieux associatifs, en particulier avec des associations qui sont en relation avec les thèmes qui nous intéressent plus particulièrement, comme le TDAH, les TOC ou autres. Nous essayons aussi d'intervenir dans les médias afin de faire connaître notre problématique atypique. Et nous avons réalisé différentes émissions télé, radio ou des articles dans la presse vous pouvez consulter si vous le souhaitez, ils sont disponibles sur notre site web. Et nous menons par ailleurs diverses actions de collaboration avec des professionnels qui je vais détailler par la suite qui sont au cœur, on va dire, du thème de ces symposiums. Donc, par rapport à ces actions que nous menons aux côtés des professionnels, non seulement pour les sensibiliser, mais aussi pour collaborer avec eux dans la recherche des solutions d'avancement pour nos enfants. En fait, ce que nous, parents, Marion l'a expliqué, nous, parents, nous constatons que la prise en charge de ces enfants elle est complexe, mais les professionnels de santé qui les prennent en charge peuvent le constater aussi. Et ce sont des idées qui ont été mise dans ce livre qui a été rédigé par le docteur Nathalie Frank et le professeur Haïm Omer, qui est destiné aux professionnels et qui explique un peu les caractéristiques de cette problématique et la méthodologie des résistances non violentes. Donc, ces professionnels arrivent à dire dans ce livre que l'évaluation de ces enfants permet aux parents déjà de mieux comprendre comment son enfant fonctionne. Et de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème éducatif, mais en effet, comme Marion l'a expliqué, d'un trouble médical. Et ça, c'est déjà un premier pas pour déculpabiliser les parents. Cette appréciation peut être par contre compliquée pour les cliniciens non sensibilisés, parce que nos enfants en consultation, quand ils y vont, parce qu'ils n'y vont pas toujours, mais quand ils y vont, ne vont pas faire part de ces difficultés, ils vont les banaliser, ne vont pas évoquer leur comportement tyrannique, ils vont porter le tort aux parents. Et du coup, le professionnel risque de se centrer sur la dérégulation des parents pour justifier les troubles de l'enfant. Donc, du coup, ce qui est dit dans ce livre, c'est que ce n'est pas possible de se limiter au discours de l'enfant si on veut vraiment comprendre la complexité de ce qui se passe à la maison.
Et il y a une nécessité d'écouter les discours parentaux et d'écouter ce que le parent a à dire par rapport au mode de fonctionnement de l'enfant. Parce qu'il faut garder en tête que vraiment, cette violence se passe de façon générale, principalement à la maison. Donc, c'est difficile pour un professionnel non sensibilisé voilà, de repérer la gravité de ce que les parents sont en train de raconter face à un enfant qui ne laisse rien voir. Voilà. Donc, la complexité de cette prise en charge renforce les difficultés des parents. On constate que les programmes, par exemple, des types Barclay qui nous ont proposés, notamment quand il y a le TDAH, qui est vraiment très présent dans notre problématique, ces programmes sont peu efficaces pour différentes raisons. L'enfant, comme Marion l'a dit, est très peu motivé par les soins, va venir acheter la psychothérapie. Les traitements médicamenteux aussi sont souvent l'enjeu des conflits. Il y a peu de professionnels formés et les parents ne sont pas toujours entendus, ce qui entrave l'accès à des soins adaptés pour l'enfant. Nous avons souhaité, pour illustrer ce point-là, refléter ici des phrases qu'on entend souvent chez les parents qui nous accueillent au niveau de l'association, qui témoignent du fait qu'un nombre assez important de professionnels, pour expliquer le comportement dysfonctionnel de l'enfant, vont mettre en avant des problèmes relationnels entre les parents et l'enfant, des carences éducatives, des manques de limites, voire d'amour entre les parents et l'enfant. Et en fait, tout cela, ce n'est pas seulement incorrect, mais c'est aussi très culpabilisant, très violent envers les parents, en particulier envers les mères. Et ça entraîne surtout un retard dans la prise en charge de l'enfant et de ses difficultés, ce qui aggrave la souffrance dont les parents et l'enfant sont victimes. On sait aussi que sans prise en charge, les troubles anxieux, le TDAH, peuvent bouleverser la trajectoire de vie d'un enfant, avec une augmentation significative des troubles du comportement, de risques d'addiction divers et variés, et même de la dépression et même de suicide. Donc, nous avons vraiment besoin de ces professionnels pour nous accompagner dans le parcours de soins de nos enfants. Et nous avons, au niveau de l'association aujourd'hui, plus d'une centaine de professionnels qui sont en soutien de nos actions depuis la création de REACT. Et cette diapositive vous montre un peu la distribution de ces professionnels par milieu professionnel, des professionnels de santé, des professionnels plutôt de la psychologie et des disciplines avoisinantes, du milieu social ou du milieu scolaire. Et voici un peu la distribution de ces professionnels par corps de métier avec un peu plus de spécificité. Ici, je vous montre la représentation de ces professionnels au niveau géographique, avec un peu comme chez les parents adhérents, une surreprésentation, on va dire, au sud de la France. Et voilà, il y a peut-être des raisons pour ça aussi. Comme vous le voyez, nous collaborons de façon étroite avec les équipes médicales, comme Hélène l'a dit en introduction, tout au début avec le docteur Nathalie Franck au CHU de Montpellier, au sein du service du professeur Diane Porpor-Wakil, et aussi avec le docteur Jocelyne Calvé-Lefebvre au niveau du CH Marchand de Toulouse. Nous menons des actions ponctuelles en tant qu'association des parents avec les professionnels, en concertation avec les professionnels. Par exemple, nous essayons d'intervenir au niveau des différentes conférences, comme on le fait ici aujourd'hui. Nous avons aussi été reçus par le docteur Jean-Baptiste Alexanian au sein de sa chaîne YouTube Food de Normandie. Une vidéo a été publiée. Nous avons réalisé des tutos avec le docteur Nathalie Franck qui seront bientôt disponibles sur notre site web, sur lesquels il y a le docteur Nathalie Franck, mais il y a aussi Marion Fontalva, qui présente en duo parents professionnels de santé, la problématique et la méthodologie REACT, chacune des deux de son point de vue.
l'une du point de vue du professionnel de santé, Marion du point de vue d'une maman concernée par la problématique. Nous avons également un projet de livre en collaboration avec les docteurs Franck pour expliquer aussi et communiquer autour de cette problématique. Et voilà, nous travaillons sur ce projet à l'heure actuelle, mais nous menons aussi des actions à plus long terme, des actions que je dirais un peu plus de fond. Nous participons en tant que parents concernés par la problématique au groupe de guidance parentale en tant que parents experts, même si nous on n'aime pas vraiment ce mot, mais en tout cas en tant que parents expérimentés. Et aussi dans les groupes qui sont organisés par l'équipe de Dr Jocelyne Calvé-Lefebvre dans le cadre d'un programme des pères aidants que je vais un peu reprendre par la suite. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour commencer à créer ce qu'on appelle un réseau national des professionnels REACT, où la première rencontre a eu lieu cette année. Au mois de juin par visioconférence. Nous avons reçu voilà, plusieurs professionnels des différents milieux, les différents milieux que je viens de décrire précédemment. Et nous avons pu compter avec les interventions de 5 professionnels qui sont montrés sur cette diapositive, qui ont parlé de notre problématique sous différents angles, on va dire. Et étant donné le succès et les retours très positifs qu'on a reçus suite à cette rencontre, nous comptons renouveler cette expérience en 2022. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressé par ce type de rencontre de professionnels. Pour revenir à notre participation au programme des guidances parentales en résistance non violente et aussi à nos actions autour de la pérédance de l'accompagnement parental aux côtés des soignants, nous vous présentons ici qu'est-ce que nous entendons par père aidant d'accompagnement parental. Nous sommes des parents ayant avancé plus ou moins au niveau de la problématique du comportement tyrannique de notre enfant ou de notre adolescent. Également dans l'accompagnement parental au quotidien, dans l'accompagnement diagnostique et aux soins. Et aussi, nous avons pu avancer avec les diverses institutions qui vont jalonner notre parcours, que ce soit voilà, au niveau des soins, au niveau social ou au niveau de la justice. Donc, quels sont les rôles de ce père aidant d'accompagnement parental? Au niveau des groupes de guidance parentale, c'est vraiment de partager les outils de la NRV et de soutenir les parents dans leur mise en place, parce qu'une chose, c'est d'assister aux réunions, de comprendre la méthodologie, mais une autre chose bien différente, c'est de rentrer à la maison et le parent est seul face au comportement violent de l'enfant et parfois, c'est pas facile d'y tenir et de mettre en place les outils. Il y a vraiment un concept très fort des parrainages, avec la crédibilité qui apporte l'expérientiel aux yeux des parents qui sont dans les difficultés. Nous sommes des parents qui parlons à d'autres parents, aux côtés des professionnels. Ça, c'est vraiment une force de ce type d'intervention. Nous pouvons ainsi contribuer à aider les soignants à cibler les forces des parents et à montrer aux parents qu'ils ont vraiment le pouvoir d'agir sur leur propre vie et non pas seulement de subir ce qui leur arrive. Nous pouvons partager les émotions qui sont exprimées parce que nous les avons vécues. Nous pouvons partager aussi la gestion du stress parce que nous avons traversé cette même situation et nous la traversons encore. Nous pouvons aussi partager les informations, les ressources qui sont à disposition, la résolution des problèmes. Et nous souhaiterons pouvoir en tout cas avoir ce rôle de porteur d'espoir d'avenir avec cette notion de résilience envers les parents et leur dire qu'un rétablissement est possible. Donc, pour finir avec la présentation, nous souhaitons revenir sur cette notion de partenariat entre les parents et les corps médical, qui est vraiment le thème de ces symposiums et qui est même de ce congrès. Et pour dire un peu, nous avons recueilli les avis de nos familles adhérentes et nous faisons ici office de porte-parole de ce qu'ils ont pu nous dire.
Donc, en fait, ce que nous pensons, c'est que dans une relation de partenariat, les parents sont impliqués avec les soignants dans cette co-construction du projet global de l'enfant dont Hélène parlait en introduction. Et c'est vraiment un projet global. Nous pensons que le projet de soins il est central dans le projet de l'enfant, mais en fait, il n'est pas isolé. En fait, les parents, comme on l'a dit, vont faire appel à d'autres professionnels, en tout cas dans notre situation atypique, pour accompagner l'enfant et la famille. Et le soignant, vraiment, va pouvoir être au centre de toutes ces interactions. Dans ce partenariat, le soignant est réceptif au vécu des parents et à leur connaissance du fonctionnement de l'enfant. Et du coup, l'information est partagée dans ce sens-là, des parents vers les soignants, mais aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire les soignants vont partager toutes les informations concernant les diagnostics, les traitements. Les parents ont besoin d'explications. Et après, ces partages d'informations, ce feedback, si j'ose le dire, d'informations va pouvoir se mettre en place tout au long du suivi de l'enfant. Les parents sont ainsi déculpabilisés. Ça, c'est un point très important parce qu'un parent déculpabilisé, c'est un parent plus fort et plus efficace pour venir à l'aide de son enfant. Et les soignants peuvent jouer aussi un rôle de tiers vis-à-vis de ces autres professionnels dont on a déjà parlé. Et ça, c'est aussi très important dans nos situations parce que les parents peuvent ainsi retrouver de leur crédibilité, une crédibilité qui parfois est mise à mal dans nos situations avec beaucoup de stress, beaucoup de situations très difficiles vis-à-vis de l'ensemble des professionnels qui nous accompagnent. Et du coup, les soignants peuvent vraiment nous soutenir par rapport à ça. Et quand ça se fait, ça porte vraiment des fruits. Et pour finir, je dirais que l'enfant, quand on arrive à mettre en place ce partenariat dans ces conditions-là, peut retrouver sa place à côté de ses parents dans les parcours de soins. Donc, en bref, ce partenariat, c'est une relation collaborative où la parole de chacun est importante et doit être entendue. Voilà, donc je ne peux pas finir sans remercier toutes nos familles membres qui font vraiment vivre notre association REACT et les professionnels qui nous soutiennent au quotidien. Comme on le dit souvent dans l'association, voilà, nous sommes plus seuls, mais aussi on avance ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Susanna et Marion pour cette présentation dans les temps et très claire. Alors on discutera ensuite donc